Salut tout le monde, je suis bien content de vous retrouver après ces quelques semaines de break. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez pu prendre un peu de recul sur le foot, tout ça, prendre un peu de temps avec vos proches. À l'inverse des gens qui, dans le sud de la France, ont passé leur période de fête à compter les pénaltys en espérant prouver une théorie du complot ou je sais pas trop quoi. Un peu de peine pour ces gens-là qui ont déferlé dans les mentions Twitter le 24 décembre pour m'expliquer que Olas avait acheté la ligue, que Olas était un reptilien qui contrôlait le monde ou je sais pas quoi, enfin bref. Voilà, j'espère que vous avez pu prendre un peu de temps avec les gens qui comptaient pour vous, un peu en dehors de tout ça. Parce que bon, compter les pénaltys un 24 décembre, c'est un peu triste, je trouve. Voilà. Alors cette semaine, on va parler essentiellement du match contre Nancy et on va parler du calendrier qui arrive pour Lyon parce que ça va être très très tendu comme calendrier, tant en termes de nombre de matchs qu'en termes d'adversaires que Lyon va rencontrer. Ça va être un mois de janvier très très important, donc on va essayer d'en parler vite fait et de voir ce qui peut se passer pendant ce mois qui sera capital pour la suite de la saison. Alors le déplacement à Nancy en Coupe de France. Donc c'est un déplacement pas facile, Nancy en hiver c'est évident pour personne. Lyon se présente avec un 4-2-3-1 avec Touzard, Aouar en double pivot et Amine Gouiri en pointe en l'absence de Mariano. Nancy de l'autre côté ça ressemble à un 4-4-2 ou plutôt un 4-4-1-1 avec Amine Bassi en soutien de la pointe. Comme d'habitude en fait, on se répète encore. Lyon a du mal face à un bloc qui est bien regroupé défensivement, qui n'a pas beaucoup de volonté offensive. En même temps, ils font avec leurs armes. Lyon a du mal à trouver des solutions, à créer du jeu et à dominer l'adversaire, à maîtriser pleinement le match. Globalement, c'est les mêmes problèmes que d'habitude, il n'y a rien de nouveau et c'est dommage. Donc c'est Nabil Fekir qui va trouver la solution après une très très bonne percée de Memphis. Voilà, Memphis dans le registre qu'on aime voir, dans le registre qu'on attend de lui. Voilà, il prend le ballon, il percute et il est décisif. Ça fait plaisir, c'est à souligner et on va espérer que ça soit le plus souvent possible en 2018. Après ça, Lyon a quelques occasions. Bon, il n'y a rien de fou, hein, c'est pas le Barça, mais il y a quelques situations, notamment Gouiri qui en deuxième mi-temps a une très bonne occasion. Occasion qui aurait mérité d'aller au fond d'ailleurs parce que l'action est très très bien menée. Encore une fois avec Memphis très impliqué. Donc celle-là, c'est vraiment dommage qu'elle rentre pas. Et comme souvent, quand tu as des occasions et que tu ne concrétises pas, derrière, t'es puni. Donc Nancy est bien aidé par l'arbitre, on va pas se mentir. Le tacle de Aouar, à mon sens, il est relativement maîtrisé. Je trouve ça plus que sévère de siffler un penalty là-dessus. Quoi qu'il en soit, Nancy égalise, et derrière, c'est la panique. C'est la fouria lancéenne, plus personne ne sait ce qu'il fait sur le terrain, et Nancy arrive même à marquer un autre but derrière. Donc là, à 2-1 pour Nancy, à quelques minutes de la fin, tu commences à avoir peur, t'as le match de Montpellier qui revient, et tu te dis, après Montpellier, Lyon va se faire sortir de coupe par Nancy, le 16e de Ligue 2, ça le fait pas. Mais à la 87e minute, t'as un corner qui est très très bien frappé par Memphis. Au second poteau, il est très très bien tiré, j'insiste là-dessus. La remise de Cornet est parfaite elle aussi, et Lyon arrive à égaliser. Et puis arrive la dernière minute du temps additionnel, la dernière action du match en fait. Un coup franc bien placé pour Lyon, t'as Memphis, t'as Nabil Fekir et t'as Maxwell Cornet autour du ballon. Et alors apparemment, Maxwell Cornet a demandé à Memphis et à Fekir de le laisser frapper, ce qu'ils ont fait, je trouve ça très intelligent de leur part. Je suis assez partisan du fait que quand un joueur a cette espèce d'inspiration, cette espèce d'intuition, il faut la laisser parler. Mais en tout cas, voilà. Cornet prend ses responsabilités. Cornet s'impose face à deux joueurs qui sont pas non plus d'étringle. Hein, et donc, il laisse le ballon à Cornet qui frappe et qui marque. Alors, c'est super important pour le club, premièrement, parce que ça maintient le club en vie en Coupe de France, sur un match qui est vraiment pas génial. C'est important pour Cornet aussi, parce que je l'ai dit, je le trouve en constante progression depuis quelques matchs. Il est de plus en plus décisif, et là, il endosse le rôle de sauveur. Ça, c'est relativement nouveau, on l'avait pas vu faire ça encore. Et je pense que ça peut vraiment lui donner une confiance supplémentaire, et ça peut être un palier important dans sa carrière. Bon, on aurait tous aimé qu'il endosse ce rôle contre l'Ajax la saison dernière. C'est pas le cas, mais il faut lui pardonner ça, et se concentrer sur ce qu'il fait de bien. Je pense vraiment que c'est important. Donc là, il a vraiment sauvé l'OL, et c'est super important. En plus, c'est une belle histoire pour lui. Lui, le joueur qui a fait toutes ses classes à Metz, de marquer à la dernière minute comme ça et d'éliminer Nancy qui est le rival de toujours. Non, franchement, c'est une belle histoire. Moi, j'étais très très content pour lui, en plus de bien sûr être très content pour l'OL. De ce match, on peut aussi retenir Amine Gouiri assez pertinent, j'ai trouvé. Donc, il y a encore des lacunes, il y a encore des moments où il manque un peu d'agressivité, il manque un peu d'impact pour terminer ses actions et pour être décisif. Mais voilà, j'ai vu des choses qui m'ont moins intéressé et je trouve que ça peut être à moyen terme une alternative plausible à Mariano quand il n'est pas en réussite, quand ce qu'il propose ne marche pas, voire même en deuxième pointe. Je trouve que Gouiri a été intéressant dans ce match et j'aimerais en voir plus. Alors oui, on aurait tous aimé qu'il marque son but, ça aurait récompensé sa belle performance
et forcément ça lui aurait donné un peu plus de confiance. Bon, c'est pas le cas, mais d'après les déclarations d'après-match, Genesio a pas l'air de lui en vouloir tant que ça. Là aussi, on dirait que la gestion de ce cas se fait assez bien. Il est pas accablé pour se rater ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est positif. J'espère qu'on verra plus Gouiri à l'avenir et qu'il arrivera à marquer et globalement à répondre aux attentes des supporters à long terme, parce que c'est un joueur qui a quand même du potentiel de ce qu'on voit. En tout cas, on peut se satisfaire du fait que Genesio a l'air assez lucide sur son cas. En même temps, c'est la moindre des choses parce qu'il est évidemment très très jeune. Donc il faut pas l'accabler pour un raté ou quoi que ce soit, même si ça a été fait par le passé à Lyon, donc on peut se satisfaire que ce soit pas le cas. Après, et même si Nancy égalise sur un coup du sort, à savoir une décision arbitrale plutôt litigieuse, bah c'est quand même problématique de maîtriser si peu le match et d'avoir aussi peu de domination face au 16e de Ligue 2. Enfin je veux dire, Nancy c'est pas un candidat à la montée. Il y a des équipes, bon entre le 17e de Ligue 1 et le 3e, 4e de Ligue 2, il n'y a pas forcément une différence de niveau extrêmement importante. Là, c'est le 16e. Enfin, voilà, moi j'ai un pote qui est supporter nancéen, il me dit, il n'y a rien cette année. Il s'attendait à ce que Lyon détruise Nancy parce qu'il me dit, on a Amine Bassi et c'est tout. L'ennui, c'est que ça a suffi à Nancy pour poser des problèmes à Lyon. Il y avait un pressing relativement cohérent, une défense globalement assez bien structurée, et ça suffit. Encore une fois, c'est pas acceptable qu'il suffise de ça pour mettre en danger Lyon. La différence de potentiel entre les deux équipes, si elle est bien exploitée, devrait permettre à Lyon de s'en sortir sans avoir trop de choses à craindre. Mais là encore, c'était pas le cas, et Lyon s'en sort miraculeusement, sinon c'est les prolongations, et c'est les prolongations qui, comme on va le voir par la suite, auraient pu coûter cher. Enfin bon, on va se satisfaire du fait que Lyon s'en tire au final, et se dire que ça aurait pu être pire. Lyon n'est pas Bordeaux. Donc ça, c'est un point de satisfaction, même si bon, c'est la moindre des choses. Côté nancéen, on note quand même que, même si Amine Bassi, c'est un super joueur, moi j'ai vu beaucoup de qualités qui m'ont beaucoup plu chez lui, il est très très seul. La qualité de l'effectif à Nancy, c'est rien de comparable à Lyon, très clairement. Bon, j'invente l'eau chaude en disant ça, mais franchement, je suis assez déçu pour ce club, parce que voilà, comme je l'ai dit, j'ai des potes qui en sont proches, donc ça m'attriste un peu de voir ce club vraiment à la peine, quoi. Ils ont un très bon joueur, je trouve, mais derrière, c'est quand même extrêmement problématique, et ce gars est tout seul, et comme de nombreux joueurs qui surnagent dans un effectif très pauvre, il est probable qu'ils partent. Donc je suis un peu déçu par la situation actuelle de Nancy. C'est un club qui a vraiment l'air en très très grande difficulté. Alors une fois qu'on a dit ça, je voulais quand même revenir sur un truc. Les gars, c'est la Coupe de France. Ok ? La Coupe de France, le Nancy-Lyon, était sur Eurosport 2. C'est quoi cette chaîne à la base ? Qui a cette chaîne ? Sincèrement, je me doute bien que ma vie, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Mais moi, j'ai grandi, on n'avait pas Canal. Donc, t'étais content quand il y avait de la coupe parce qu'au moins tu pouvais voir jouer ton équipe à la télé. Et là, c'est même pas le cas. À mon époque, il n'y avait pas le streaming, bien sûr, mais pour avoir du streaming, il faut une bonne connexion Internet, il faut savoir faire, il faut savoir trouver les bons liens, il faut avoir un minimum de connaissances. Quand t'es gamin, quand t'as 9 ou 10 ans, bah t'as pas forcément toutes ces connaissances. C'est devenu extrêmement rare de pouvoir regarder du foot aujourd'hui. Et je trouve que c'est un vrai problème, parce que, encore une fois, oui, il y a le streaming, mais le streaming n'est pas accessible, il n'est pas à la portée de tout le monde, et il y a beaucoup de gens qui, en fait, n'ont plus accès au foot. Même de la Coupe de France, Il y a un esprit autour de cette compétition. Si elle intéresse les gens plus que la Coupe de la Ligue, c'est parce que, idéologiquement, ça représente quelque chose. C'est le petit contre le gros, c'est le foot qui se rassemble, et c'est le foot sans distinction. Ça veut dire quoi si plus personne peut regarder ? Franchement. Alors, il y a des matchs qui étaient diffusés sur le service public, qui étaient diffusés en clair. C'est vrai que les matchs sur France 3, quand t'as les moyens de les regarder autrement, ou quand t'es habitué à les regarder ailleurs, bah c'est pénible, parce que tu as des commentateurs, bon, à l'époque c'était Xavier Gravelet, Daniel Leclerc, on fera jamais mieux que ça. Enfin je veux dire, les mecs étaient au-dessus du soleil, c'était n'importe quoi, ils étaient en freestyle complet. Mais au moins t'avais ton équipe préférée à la télé, et sans devoir payer une fortune. Parce que j'aimerais que quelqu'un fasse le compte, ça c'est un bon sujet d'article, il faudrait peut-être que je le propose. Mais ça coûte quoi aujourd'hui de regarder tous les matchs d'une équipe à la télé ? Si tu veux voir tous les matchs d'une seule équipe, qu'est-ce que ça te coûte ? Mais à mon avis, c'est des dépenses que les gens peuvent pas faire. C'est juste des dépenses qui sont pas accessibles à une majorité des gens aujourd'hui. Et c'est un problème pour moi. Au moins la Coupe de France, quoi. La Coupe de la Ligue, passez-la sur Gulli, je m'en fous. Mais la Coupe de France. Pour rester cohérent avec la mentalité qui existe dans cette compétition, il faut qu'elle soit accessible aussi pour le public. Je regrette vraiment la disparition du foot gratuit. C'était rare à l'époque, c'est de plus en plus rare aujourd'hui, et c'est un problème pour moi. Bon, le coup de gueule est passé, on va pouvoir s'intéresser à ce qui arrive en mois de janvier pour l'OL. Le mois de janvier, franchement, il va être hardcore. Si on regarde, sur la fin janvier notamment, tu joues Paris et 2 fois Monaco en 2 semaines, avec Bordeaux au milieu. Bon, Bordeaux, ils sont en train d'imploser, donc à la limite,
c'est pas grave, mais c'est quand même un match en plus. Mais 2 fois Monaco et Paris en 2 semaines. Là, c'est un calendrier qui, franchement, va pousser l'effectif lyonnais dans ses limites. Il va falloir que tout le monde soit présent. Et comme je l'ai dit, je vois pas 18 joueurs capables d'être au niveau dans cet effectif. Pour moi, il y en a 14 ou 15 et ça peut être un gros problème. À mon avis, Lyon peut tout perdre sur ce mois de janvier parce que si tu perds des points contre Paris et Monaco en championnat, bon, il y a des équipes qui vont en profiter. Si tu te fais sortir par Monaco en Coupe de France, t'as déjà plus que le championnat et l'Europa League à jouer. L'Europa League contre Villarreal, même s'ils ont perdu Bakambu, ça reste quelque chose qui sera pas facile à gérer. Ce mois de janvier, c'est le mois qui va être capital pour l'OL dans cette saison. Si c'est bien géré, la saison peut prendre une tournure très très positive, mais à l'inverse, si Lyon répond pas présent, ça peut vite devenir très très compliqué et Lyon peut se retrouver avec une saison quasiment terminée à part l'Europa League, en février. Donc le mois de janvier, il est crucial. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous, j'espère que toutes les individualités seront présentes. Le retour de Traoré devrait pas tarder, j'espère que Mariano va vite revenir et à un bon niveau, parce que Lyon va en avoir besoin très très clairement, ça va être difficile ce mois de janvier. Bon, ça va être passionnant à suivre parce que tu vas avoir des matchs à enjeu toutes les semaines, mais moi je suis quand même relativement inquiet parce que je suis pas du tout certain que Lyon ait la profondeur d'effectif pour gérer tous ces rendez-vous d'affilée. Au final, c'est maintenant que Lyon doit être prêt. On en parle depuis le début de saison, je vous disais oui, l'équipe est en rodage, il y a des choses à régler, il y a des choses à améliorer, mais bon, il y a plusieurs chantiers, il y a le chantier défensif, le chantier de l'animation offensive qui arrive logiquement ensuite. Bon, tout ça, c'était pour arriver à maintenant. C'est sur ce mois de janvier que Lyon doit être prêt, que tout le monde doit répondre présent, que tactiquement ça doit être au point. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Je suis clairement pas sûr que ce soit le cas. Après, on peut se rassurer en disant que Lyon est une équipe qui nous a habitués, 1, aux surprises et 2, aux miracles. Donc on peut espérer que ce soit encore le cas pendant ce mois de janvier, mais ça va être vraiment, vraiment chaud, ça va être super à suivre, mais il faut juste espérer que Lyon ne finisse pas ce mois de janvier avec plus rien à jouer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas s'ennuyer, loin de là. Croyez-moi, en janvier, il y aura des choses à dire, il y aura des choses à voir, il y aura des gens à encenser ou au contraire des gens à descendre, parce qu'il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Bon voilà, c'est tout pour ce premier épisode de l'année. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. Comme d'habitude, on attend vos réactions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce mois de janvier? Comment Lyon peut s'en sortir? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous êtes inquiet? Ou au contraire, est-ce que vous avez hâte de voir ces matchs dans lesquels Lyon va devoir se montrer à son meilleur niveau? Est-ce que vous êtes plutôt confiant? Est-ce que vous êtes plutôt sceptique? Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain pour parler de la réception de Angers. Allez, bonne semaine!